il arrive, et c'est de plus en plus le cas, que certains scientifiques se posent vraiment la question. Et se disent, est-ce que vraiment ça vaut le coup que j'aille jusqu'à charcuter et tuer un animal, alors que peut-être avec l'ADN et des photos et des vidéos sur des comportements, etc., j'ai déjà assez de matière pour faire une publication et pour dire que cet animal existe ou qu'il est là présent à Madagascar ou dans le Macaï. Bonjour à tous. Evrard Vendenbaum est un explorateur et un aventurier des mondes perdus. Ce géologue de formation est aussi un grand sportif et un montagnard aguerri. Dans le premier épisode, nous avions raconté quelques-unes de ses nombreuses expéditions, de haut en bas, de long en large, en communion avec les grands espaces vierges. Mais au fond de son cœur, Evrard est surtout un amoureux et un passionné du vivant. Pour mieux le faire connaître et le protéger, Evrard crée l'association Nature Évolution en 2009, qui organise des projets de préservation de la biodiversité dans le monde entier. Evrard découvre un de ces mondes perdus, le Macaï, à Madagascar, en 2007 pour la première fois. Le Macaï est un massif rocheux craquelé, en d'innombrables canyons débordant de vie et de biodiversité. J'ai donc décidé de faire avec Evrard une grande saga en 10 épisodes sur la faune et la flore de Madagascar, un des grands hotspots de la biodiversité mondiale. Les 5 premiers sont diffusés cette semaine, la dernière de 2021, et les 5 suivants le seront dans 15 jours, début 2022. Dans ce deuxième épisode, nous évoquons les coulisses et le contexte. D'abord, les hommes qui ont inspiré Evrard, et aussi la problématique des feux volontaires, de la culture sur brûlis qui menace le Macaï et Madagascar en général. Expédition à Madagascar, chapitre 2. C'est parti. Salut Evrard. Salut Marc. Je te retrouve pour un deuxième épisode. La dernière fois, on avait parlé de tes expés les plus marquantes. Aujourd'hui, on va continuer de raconter qui tu es, ce que tu as fait, et on va commencer à mettre le focus sur Madagascar. Je reviens un peu sur toi parce que j'ai pas pu tout dire la dernière fois. Tu es cet explorateur, cet aventurier, ce sportif de l'extrême. Tu as fait beaucoup de choses, on l'a vu la dernière fois. Je renvoie les auditorices vers le dernier épisode pour voir un peu les expés d'avant que tu as faites. Aussi dire que tu es un diplômé en géologie et que tu as eu de belles influences dans ta vie. J'ai notamment lu que tu as été fasciné par Théodore Monod et ses méharées. Une méharée, c'est un voyage à dos de dromadaire. Et il y a une anecdote que j'ai appris en lisant cet article, c'est qu'apparemment, une des choses qui t'a fasciné chez Théodore Monod, c'est une anecdote, ne m'arrache pas les yeux de la raconter, c'est que Théodore Monod était capable de goûter des crottes de fennec pour déterminer ce qu'il mangeait. Alors, en fait, ce personnage m'a effectivement beaucoup marqué. J'ai eu pas mal d'influence, comme tout le monde, c'est pas une seule personne, mais ce bonhomme-là avait une sagesse et une connaissance que je ne saurais jamais atteindre, en fait. Et c'est quelque chose qui, d'un côté, me motive et d'un autre côté, me déçoit. J'aurais tellement de plaisir et tellement de fierté, si je puis dire, à réussir à atteindre ne serait-ce qu'un dixième des connaissances d'un bonhomme comme ça, qui avait une sorte de vie qui n'était plus celle des scientifiques d'aujourd'hui. Il était véritablement naturaliste, au sens où il savait parler aussi bien des comètes, des étoiles, que des plantes, que des crottes de fennec et que de la géologie et de la formation de la Terre. Ça, c'est quelque chose qui n'existe plus tellement. Enfin, en tout cas, c'est extrêmement rare d'avoir des gens qui ont cette connaissance globale et qui savent en plus prendre du recul sur tout ça et t'apprendre la vie en même temps. Voilà, moi, ce vieux monsieur, si je puis dire, parce que au moment où j'ai rencontré dans des documentaires ce personnage, il était déjà plutôt âgé, ça m'a beaucoup marqué. Et je crois que la dernière fois, on parlait du désert. Il a aussi été très probablement celui qui m'a donné envie d'aller dans le Sahara. Parmi tes influences, on a un peu les mêmes, il y a Jean-Marie Pelt. Rappelle qui était Jean-Marie Pelt. Alors Jean-Marie Pelt était un botaniste qui est d'ailleurs décédé il n'y a pas très longtemps. J'ai eu la chance d'avoir une préface de mon livre par ce merveilleux bonhomme qui avait également une émission pendant quelques années sur France Inter, si je ne me trompe pas. Et lors de cette émission, j'espère qu'on peut encore les réécouter, il avait une voix, une poésie dans ses propos, une manière de raconter la vie des plantes qui m'a toujours fasciné également. C'est le genre de personnage qu'on appelle, j'aime pas d'ailleurs ce mot-là, vulgarisateur, alors qu'ils ont une connaissance infinie, enfin pas infinie mais qui est énorme. Ils savent l'exprimer avec des mots très doux, très beaux à écouter et du coup la science devient hyper agréable.
Et ça, j'avoue que j'aime beaucoup. Jean-Marie Pelt, c'est effectivement un très très grand botaniste, un grand vulgarisateur qui a beaucoup influencé Pierre Molot, notre spécialiste du plancton que j'ai interviewé. C'était une grande émotion pour moi d'interviewer Pierre, et qui devait faire préfacer son bouquin par Jean-Marie Pelt, mais qui est mort juste avant, malheureusement. Je salue l'ami Pierre au passage, j'ai toujours l'habitude de saluer les copains dans les épisodes, j'y manque pas. Une autre énorme influence que tu as eue, c'est celle de Nicolas Hulot, et ça va me permettre de faire un pont vers le sujet suivant que j'aimerais aborder avec toi, enfin Madagascar. Et ben c'est en voyant en fait une séquence aérienne d'une émission Ushuaïa de Nicolas Hulot que tu as vu la première fois à quoi ressemblait le Macaï. Donc commence par me parler de cette influence de Nicolas Hulot, et puis après on va enfin en venir à ce qui m'amène à t'appeler. Alors, avant même de découvrir le Macaï, effectivement, j'étais déjà un peu un fan ou un grand fan de Nicolas Hulot, ou en tout cas de ses émissions. J'avoue que ça me faisait rêver. Sa vie à lui, de partir dans tous les bouts du monde avec des engins tous plus farfelus les uns que les autres pour voler, pour plonger, pour progresser sur terre, sur roue, sur machin. Enfin, c'était quelque chose qui me faisait rêver. Moi, j'ai toujours été attiré par les milieux naturels, mais toujours dans un cadre sportif, c'est-à-dire j'ai toujours eu envie d'y aller par mes propres moyens, ou en tout cas avec des moyens carbon free, on dirait aujourd'hui. Et c'est vrai que lui, il avait cette chance-là d'une certaine manière. Alors, en l'occurrence, c'était pas toujours carbon free malheureusement à l'époque, mais il vivait ces choses-là dans des endroits absolument fantastiques. Et donc, non seulement il avait cette chance, mais en plus il nous la transmettait. Et ça a été une influence pour moi parce que c'était un apprentissage du partage aussi de ce qu'était le plaisir d'être dans un milieu naturel. C'est-à-dire que quand on est un sportif, on fait d'abord, je crois, du sport pour soi, pour se détendre, ou pour l'endorphine que ça crée, pour tout un tas de choses. On le fait aussi pour être avec des copains. Donc là, il y a déjà une petite notion de partage, une grande notion de partage même. Mais j'ai découvert avec Nicolas Hulot notamment la possibilité de partager via des documentaires, via des émissions de télévision, via des articles dans les journaux, etc. La possibilité de partager ses découvertes, son bonheur d'être là au plus grand nombre. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui m'a tout de suite donné envie, et c'est sans doute ce qui m'a poussé vers le métier de réalisateur documentaire pendant un temps de ma vie. Ouais. Ok, donc c'est notre pont vers le Macaï. Le Macaï, c'est une région de Madagascar et qui ressemble vu de haut à une sorte de cerveau. Il y a des canyons qui dessinent des circonvolutions comme un cerveau. Donc tu as trouvé ça fantastique. Il y a toute une vie là-dedans, on va en parler en long, en large. Et la toute première fois que tu y es allé à Madagascar, alors tu vas me rappeler c'était quand, tu as essayé de pénétrer ce Macaï, cette espèce de canyon, en vélo. Et là encore, tu t'es fracassé, ça n'a pas réussi. Raconte-moi c'était quand et qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, pour être plus précis, j'ai pas voulu rentrer dans le Macaï en vélo, je voulais atteindre le Macaï en vélo, c'est-à-dire approcher au moins du massif depuis Tana. Donc on est parti de la capitale, Antananarive. C'était en août 2004 avec un collègue isérois, donc un ami d'enfance, et on est parti pour tenter de rallier le Macaï en vélo. Et pour ceux qui connaissent un petit peu Madagascar, il y a en gros quelques routes nationales qui sont goudronnées, qui permettent de traverser le pays à peu près, mais c'est très limité. Et tout le reste, ce sont des pistes. Des pistes qui sont parfois dans un état absolument lamentable, et puis même dans certains endroits, il n'y a absolument plus de pistes. Tout a été ravagé par des années de non-entretien, et de cyclones et autres. Et donc, on se retrouve à vouloir traverser Madagascar, non pas par la route, mais par ces fameuses pistes et ces fameux chemins. Et il s'avère qu'il y a une bonne grande partie du territoire de Madagascar qui est sablonneux. Et je ne sais pas si tu fais du vélo, Marc, mais faire du vélo dans le sable, tu vois à peu près ce que ça donne. Donc, effectivement, on a un peu bataillé pour pas grand-chose. Petite parenthèse, on a parlé dans l'émission précédente de Poulka. Et là, on n'avait pas une Poulka, mais on avait une sorte de chariot derrière nous. Je rappelle que les Poulkas sont ces traîneaux qui te permettent de porter tout ton équipement sur la glace. Voilà, et bien là en vélo, quand on est parti sur cette aventure, on partait pour 4 semaines. Et de même, on ne pouvait pas avoir 4 semaines de nourriture et d'équipement sur notre dos tout en pédalant. Donc on tirait une sorte de petite charrette derrière avec tout le matériel dedans. Et ça complique aussi les choses dès que le terrain est un peu technique ou dès que ça monte fort ou ça descend fort. Enfin, toujours est-il qu'on a atteint le Macaï après 3 semaines de pédalage à peu près, ou un petit peu moins. Et on était épuisés. Mon collègue avait perdu 9 kilos. On est arrivé dans les villages morts de fatigue, et là, quand on arrivait dans les villages, tout le monde fuyait. Mais tout le monde, il n'y avait personne qui restait. Et donc pour nous, c'était déjà embêtant parce qu'on ne savait même pas où il fallait aller, quel chemin fallait prendre, etc. Et en plus, c'était pas très rassurant parce qu'on savait bien qu'ils étaient beaucoup plus nombreux que nous. Et donc, personne ne venait nous parler. Et puis, on se posait dans le milieu du village et on attendait. Ça durait quelques minutes, il n'y avait rien. Et puis tout à coup, il y a
quelqu'un qui ose venir, un ancien, un Reimandren, comme on dit à Madagascar, donc les sages, quoi, et qui vient discuter. Et à partir du moment où il y a une personne qui vient, 30 secondes après, il y a tout le village et on se retrouve encerclé d'une minute à l'autre par 300, 400 personnes qui viennent voir ce que c'est que ces blancs en vélo. Pour moi, ça a été une étape assez importante de ma construction mentale et j'ai adoré et en même temps, ça m'a épuisé. La dernière fois, j'avais parlé de l'expédition au Salto Angel qui avait été probablement la plus angoissante ou la plus dangereuse. Celle-ci était de loin la plus physique. Pourtant, c'était que du VTT, il n'y avait rien d'extrême en soi. Mais il faisait chaud, le sable, machin, tout ça nous a épuisés. Et de fait, quand on est arrivé dans ces villages et qu'on voyait le Macaï au loin, à 10, 15, 20 kilomètres de nous, on voyait ces belles parois illuminées le matin par le soleil, et on demandait aux gens, est-ce que quelqu'un pourrait nous emmener ? Et en fait, les gens, soit avaient peur de nous, à l'époque, puisqu'ils n'avaient jamais vu de blancs, pour beaucoup de villages qu'on a traversés, on était les premiers blancs depuis la colonisation, soit ils connaissaient pas spécialement, soit ils avaient des idées un petit peu de mythes, comme quoi il y avait des crocodiles géants, des bestioles qui étaient sans doute un peu dangereuses. Après, on nous parlait de brigands. Et là, en l'occurrence, on en parlera un petit peu après. Il y a effectivement pas mal de brigands dans cette région, qu'on appelle les Dahal, les voleurs de zébus. Et tout ça a fait que personne n'a voulu nous emmener dans le Macaï. Et nous, comme on était avec des pauvres cartes, pardon de l'expression, mais des pauvres cartes dans le sens où elles étaient trop pauvres en données, ça ne permettait pas de rentrer dans ce fameux cervelet géant qui est un enchevêtrement de centaines et de centaines de canyons. Et si tu n'as pas une carte extrêmement précise, plus précise encore que les cartes de randonnée qu'on a en France, tu peux tout simplement pas rentrer dedans. Tu peux pas savoir où tu vas. D'accord, effectivement, comme quoi on fait bien de parler, je comprends mieux comment tout ça s'est passé. Toujours est-il que je fais un petit saut temporel, tu n'as pour autant pas renoncé, et le Macaï, tu y es retourné en 2010. Et là, je vais te laisser raconter, mais au départ, tu partais un peu à l'aventure, et puis c'est devenu quelque chose d'énorme. Vous êtes parti à 85, il y a un producteur qui s'appelle Gédéon, qui est très connu, qui s'est intéressé à ce voyage, à cette expé, et du coup, tu es devenu chef d'expé. Raconte-moi ça, et essaye de faire le pont avec 2017, parce qu'il y a eu cette première expé en 2010, il y en a une deuxième, tu me racontais ça hier quand on préparait l'émission, en 2017. Je veux bien que tu me résumes comment tout ça s'est passé, et les extraordinaires découvertes que ça vous a permis de faire. Tu as emmené 45 scientifiques avec toi. Vous avez découvert des dizaines de nouvelles espèces dans ce hotspot de la biodiversité qu'est le Macaï. Et l'autre grande réussite de cette expé, c'est que depuis 2015, vous avez convaincu ce pays, Madagascar, de protéger cet endroit qui était très menacé. Je te laisse me raconter tout ça. Alors ça a démarré même un tout petit peu avant. En réalité, j'y suis retourné, donc après cette expédition en vélo, j'y suis retourné en 2007 pour la première fois où on a réussi à rentrer dans les profondeurs, dans les canyons vraiment reculés du Macaï, et on a fait la première traversée du sud au nord, traversée intégrale qui nous a pris 3 semaines. D'ailleurs, j'avais parlé dans le dernier épisode d'un alpiniste suisse avec lequel on avait été à la tour de Trango. Eh bien, c'était avec lui également, parce qu'il était biologiste, que nous avons fait cette traversée du Macaï en 2007. Et en sortant de cette expédition, donc on avait eu la chance de traverser un certain nombre d'écosystèmes que j'avais repérés sur les images satellites. Et la grande surprise et la grande tristesse, la grande déception de ce voyage a été de se rendre compte que cet endroit qui était dans mon imaginaire et dans ce qui avait été vendu, je dirais, dans le documentaire d'Ushuaïa Nature, qui m'avait donc donné envie, qui m'avait fait découvrir ces fameux paysages, ça disait que jamais l'homme n'avait mis les pieds là-dedans, que ce relief préservait des écosystèmes exceptionnels, de tout impact humain, etc. Et bien en fait, en 2007, on s'est rendu compte que c'était pas exactement la réalité et que malheureusement, il y avait déjà des atteintes et des dégradations des forêts du Macaï qui étaient largement avancées. Quelle dégradation par qui ? Des dégradations par le feu, principalement. Il y avait sans doute aussi déjà à l'époque des marques de braconnage qu'on aurait pu repérer si on avait été un petit peu plus alerte et plus informé, ce que je suis aujourd'hui. Mais à l'époque, je ne l'étais pas. On voyait donc que ce qui était très gros, et ce qui était très gros, c'était les feux. Et pratiquement à tous les endroits où on a été dans le cœur du massif du Macaï, il y avait des traces de feu. Et ça a été un vrai choc. Explique à quoi sert ce feu. Il a quand même une utilité pour les gens qui habitent dans ces endroits. C'est que ça sert pour les cultures. Alors, là, on rentre sur un sujet qui est un petit peu complexe parce que la réalité, elle est plus diverse que ça. À Madagascar, en fait, tu as des zones où les gens font du feu pour, par exemple, planter du maïs, effectivement. Tu as raison de le dire. Mais il y a aussi tout un tas d'autres endroits, et notamment dans l'ouest de Madagascar, où on fait plutôt du feu pour avoir de l'herbe verte pour les zébus. Les zébus étant la banque des habitants. Donc, c'est ce qu'il y a de plus important pour eux. C'est toute leur richesse, leur troupeau de zébus. Donc, évidemment,
Et plus ils ont de l'herbe verte, plus ils se disent que leurs zébus grandissent et vont faire des petits, etc. Et donc plus ça va fructifier et les enrichir. Donc difficile de freiner cette envie-là de mettre le feu. Mais il y a aussi, très clairement, d'autres raisons qui sont plus de l'ordre du spirituel ou en tout cas de... C'est difficile à dire, mais pour nous, le constat qu'on a pu faire avec différentes discussions, différentes enquêtes locales, ça nous a amené à une certaine conclusion qui est qu'il y a une grande majoritaire partie des feux qui sont déclenchés de manière culturelle. C'est-à-dire que les gens sont habitués, depuis qu'ils sont tout petits, à mettre le feu. Et c'est pas forcément pour une raison. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas forcément un intérêt ou un objectif clair derrière. Ah oui, là tu m'apprends quelque chose. Et c'est d'ailleurs ça qui complique énormément la chose parce que on ne sait pas trop par quel bout prendre ce fléau-là et ce phénomène. Ce qui est sûr, c'est que nous, on le vit tous les jours aujourd'hui, on en parlera plus tard. Dans notre action avec l'association Nature Évolution, on est en prise avec ce fléau en permanence, c'est très difficile de lutter contre ça. Mais donc pour revenir à cette expédition de 2007, le choc était très grand de voir ces magnifiques écosystèmes et ces petits groupes de lémuriens qu'on avait déjà vus à droite à gauche être comme ça pris au piège dans des toutes petites poches de végétation. Ils n'avaient pas vraiment d'autres issues que de rester là et de griller avec les flammes. Donc ça a été extrêmement choquant et je dirais que c'était la première fois que je suis sorti d'un endroit en pleurant. Alors j'étais extrêmement heureux d'avoir vécu cette aventure, mais aussi extrêmement marqué parce que je me suis dit mais c'est pas possible qu'un endroit aussi beau que ça, aussi reculé que ça, aussi inaccessible que ça, même là, l'homme réussisse à dégrader ça et à détruire ça. C'est donc lors de cette mission que je me suis dit, je peux plus m'arrêter à faire des expéditions pour découvrir, pour partager ou pour faire du sport ou voilà, pour être explorateur ou aventurier. Il faut que je serve à quelque chose, il faut que je sois utile et en l'occurrence, il faut que je sois utile à la protection de la nature. Et c'est donc de là qu'est née la suite du projet. Est-ce que c'est à la suite de ça que tu as créé ton association qui s'appelle Nature Révolution, avec ce petit jeu de mots Nature Révolution, révolution vertueuse? C'est à cette époque-là? Alors, disons que l'association est née dans ma tête en 2007, donc lors de cette expédition que je racontais à l'instant, et il m'a fallu un petit peu de temps pour la créer, donc pour trouver les partenaires et autres. En fait, elle a été lancée en 2009, et puis dans la foulée, grâce à quelques partenaires, dont quelques fondations, comme la fondation Petzl par exemple, nous avons pu partir en janvier 2010 pour une première expédition. Et c'est effectivement grâce à cette première expédition avec une dizaine de scientifiques, on était une vingtaine en tout, que nous avons ramené les premières informations un peu crédibles sur le territoire. Et de là, on s'est dit, on ne peut pas s'arrêter là, ça suffit pas, il faut qu'on fasse une autre mission, d'autres, même plusieurs autres missions. Et donc, on a organisé une très grosse mission en novembre-décembre 2010, puis encore une autre en janvier 2011. On n'a plus arrêté, c'était parti. Et grâce notamment effectivement à Canal+ et à Gédéon qui nous ont aidés à financer ces grosses machines, on est parti avec 45 scientifiques et puis 80 personnes en tout, 80-85 personnes en tout sur les camps de base. Ça fait un gros barnum à organiser et à mener. Et tout ça nous a permis de ramener effectivement pas mal de jolies données. Mais pour terminer là-dessus, sur des expés comme ça, on a beau rester 6 semaines ou 7 semaines sur une forêt, 2 forêts, 3 forêts, on ne fait qu'effleurer un massif de cette taille-là. Là, je vais donner une petite dimension. On a affaire à un massif montagneux. Si on parle vraiment juste de la partie montagneuse qui représente 4000 km², c'est-à-dire la moitié de la Corse. On imagine bien que lors d'une expédition, on ne peut pas étudier la moitié de la Corse. Donc on étudie une vallée, 2 vallées maximum, mais il va manquer pas mal de billes. Et du coup, c'est la raison pour laquelle on a continué à mener d'autres expéditions plus réduites lors des années suivantes. Puis en 2017, on a relancé une grosse mission, effectivement, dans d'autres forêts. Donc la zone dont on parle, cette zone rêvée par toi et explorée par toi, le Macaï, tu l'as dit, fait 4000 km². Son nom vient de Maca Aina, ce qui veut dire littéralement prendre vie. C'est un château d'eau. C'est un château d'eau pour toute la région autour. Au sud du Macaï s'écoule le plus long fleuve malgache qui s'appelle le Mangoki. C'est bien ça? Ouais, le Mangouk, ouais. Et quand on a préparé l'émission, tu m'as dit que ça serait intéressant de parler justement des méthodes qui ont été mises au point pour filmer toute cette biodiversité. Est-ce que c'est le moment qu'on aborde ça? On peut, si tu veux. En fait, quand je disais filmer, ce qui me paraît intéressant, surtout dans ton podcast, puisque c'est ton dada et c'est le mien aussi en partie, c'est les méthodes de collecte, en fait. Comment ça se passe une expédition scientifique et comment on s'y prend pour attraper telle ou telle bestiole. Alors, on ne pourra pas rentrer dans le détail pour chacun d'eux, chacun des 45 scientifiques qui venaient avec son propre protocole et son propre truc, mais il y en a quelques-uns qui sont relativement intéressants. Alors, quelle première idée je pourrais avoir? Je pense aux chauves-souris, par exemple. Imagine-t-on comment on fait pour attraper des chauves-souris?
notamment dans une grotte. Alors moi, je savais pas du tout et en fait, c'est une sacrée galère. Mais en gros, ce qu'on s'est amusé à faire là, c'est de la bidouille. Chacun, en fonction de la morphologie des lieux, comment on va faire pour attraper. On voit les chauves-souris qui sont accrochées tout en haut au plafond, mais on n'a aucun moyen de les atteindre. Donc, on va essayer de placer des filets à des endroits où elles pourraient potentiellement passer quand elles sortent, mais il peut y en avoir des dizaines dans une grotte, ça dépend, voilà, elles connaissent mieux les chemins que nous. Donc on commence à quadriller un petit peu, à grimper, à tenter des tas de trucs complètement farfelus pour aller placer un filet. Et puis, une fois que les chauves-souris sont dans le filet, et c'est là que ça se corse, c'est que en général, quand elles se mettent à bouger, c'est pas une chauve-souris qui bouge, c'est toute la colonie qui bouge. Et donc, s'il y en a une dans le filet, c'est que t'en as 10 en fait, ou t'en as 20, ou t'en as 30, ou t'en as 50. Et là, ça devient compliqué parce que en quelques secondes, il faut vite aller les démêler, parce que sinon, évidemment, elles peuvent s'étouffer, se faire mal et mourir. Et donc, il faut vite les démêler les unes après les autres, les faire passer, etc., pour en garder au final une seule. C'est une sorte de course contre la montre pendant quelques minutes qui est et amusante et stressante parce qu'on n'a pas envie de blesser, voilà, de faire plus de mal que de bien. Ça, c'est une méthode assez rigolote. Après, sur les insectes, il y a plein de méthodes diverses. Juste pour avoir la fin de l'histoire, qu'est-ce qu'il advient de cette unique chauve-souris? Elle est sacrifiée pour faire des études dessus ou qu'est-ce qui se passe avec elle? Alors, bonne question, très bonne question. Et c'est d'ailleurs un sujet qui est toujours un petit peu compliqué dans nos expéditions. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, on se dirait que à l'heure d'aujourd'hui, en 2021, on devrait être capable de ne plus collecter d'animaux, parce qu'on parle d'ADN, on est capable d'identifier un serial killer avec un petit bout de microscopique de cellules quelque part posé sur une moquette. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de prélever un animal entier? En réalité, on n'en a plus vraiment besoin, sauf quand on a envie de faire une identification taxonomique telle que ça se faisait jusqu'à présent et telle que ça se fait encore jusqu'à maintenant, c'est-à-dire avec une description physique précise où on a des mesures dans tous les sens, de l'intérieur de l'animal, de l'extérieur, de son squelette, de tout, quoi, absolument tout. Donc prélever est le mot pudique pour tuer. Alors oui, mais c'est pour ça que ta question est intéressante, c'est qu'il arrive, et c'est de plus en plus le cas, que certains scientifiques se posent vraiment la question et se disent, est-ce que vraiment ça vaut le coup que j'aille jusqu'à charcuter et tuer un animal alors que peut-être avec l'ADN et des photos et des vidéos sur des comportements, etc., j'ai déjà assez de matière pour faire une publication et pour dire que cet animal existe ou qu'il est là présent à Madagascar ou dans le Macaï. Donc c'est une question intéressante parce que je crois que de plus en plus on va tendre vers ça et on n'aura plus besoin de faire ces collectes. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est que sur certains animaux, et là tu parlais des chauves-souris, c'est encore plus le cas par exemple avec les lémuriens, il y a un tel rapport de ressemblance ou d'attachement plutôt entre nous, les hommes et ces animaux, que là on se pose la question. On se dit, ah non, là, lui j'ai pas envie de le tuer forcément, il est trop mignon, en plus on a voyagé le bout du monde pour le voir, on sait qu'il est peut-être tout seul, enfin peut-être c'est le seul individu restant au monde dans ce petit canyon, etc. Donc là, on va vraiment se poser des questions et c'est très rare qu'on fasse des prélèvements complets. Je pense par exemple pour les lémuriens, ça se fait plus. On va prendre un poil, on va prendre des petits bouts de peau, des petits machins comme ça. Et pour les chauves-souris, on prend du patagium, c'est-à-dire la petite membrane qui est entre les ossements des ailes. Parce que ça cicatrise très très bien et on fait un petit trou tout bête. Mais, et c'est là où je trouve que la question m'amène à une réflexion intéressante, c'est que tout ce qui touche aux insectes et aux arthropodes, là, comme par magie, plus personne se pose la question. Et on se retrouve avec des boîtes entières faites de centaines et de centaines de petits insectes. Et moi, j'avoue que ça me heurte. Enfin, il y a quelque chose qui me perturbe. Je me dis, pourquoi est-ce qu'on donne plus d'importance à un lémurien qu'à un insecte qui, potentiellement, écologiquement parlant, a tout autant de poids ou d'intérêt, voire même potentiellement plus. Ouais, très juste. Je laisse la question en suspens. C'est très humain. Je sais pas si c'est le bon mot. C'est très responsable de ta part. Ok, Évrard, c'est bien compris, cher sanglier massif, vigoureux. Je te dis à très vite pour la suite. On va enfin aborder nos histoires d'animaux. Salut Évrard, à la prochaine. À très bientôt, Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement. Il suffit par exemple d'utiliser le moteur de recherche solidaire Lilo. Ainsi, chacune de vos recherches sur Internet générera des gouttes qui seront reversées au projet de votre choix, comme Baleine sous gravillon par exemple. Vous pouvez par ailleurs vous abonner à nos podcasts comme d'habitude, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG, ou encore faire un don sur Helloasso ou sur Tipeee. Grand merci par avance.
Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. À bientôt.